Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois encore sur LCF et City FM pour notre émission Talk Talk de ce lundi 9 mai 2016 reçoit, comme d'habitude, deux confrères en studio. Le premier pronom, Olivier Adja, il est le patron de l'agence de presse bilingue Afripresse et aussi le directeur de publication du journal satirique Harakiri. Bonjour Olivier. Bonjour confrères et bonjour à toutes et à tous ceux-là qui sont devant leurs petits écrans. Nous profitons pour souhaiter une bonne fête des mères. C'était hier dans les pays anglophones. Donc, nous disons à nos mamans que nous les chérissons fort. Alors, merci. Le second invité ce matin pour nous, Sylvain Villarakou. Il est le patron du site d'information afriquereport.com. Bonjour Sylvain. Bonjour Junior, bonjour à Olivier, bonjour à tout le monde. Et moi, je ne vais pas m'arrêter au mai, mais je saluerai aussi tous les natifs du mois de mai. Je suis natif du mois de mai, alors ce qui est normal pour moi, je les invite à lire un bon livre qui est Les idées de mai, écrit par Sylvain Zegel. Alors, merci Sylvain. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous avons comme invité Dani Aïda. Il est expert international en question de gouvernance et de démocratie. Avec lui, nous allons parler du débat citoyen qui a eu lieu samedi dernier autour de la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo. Avant toute chose, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 9 mai 2016. Nous démarrons par le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une préfinancement des travaux publics marché gré à gré. Adji Otet Ayassor, Nisao Nyofam et Kassa Traoré Zoureratou mènent l'économie togolaise vers les abîmes. La BOAD et la BCAO misent à contribution pour la réussite de la combine. Droits de l'homme au Togo, Amnesty International accable encore le pouvoir Faure Gnassingbé dans un rapport. Le tribunal de Kanté fermé à la suite de violences exercées sur un greffier. Deuxième journal dans les caisses ce lundi, c'est le Correcteur. Le Correcteur qui titre à sa une des manœuvres des pontes du pouvoir pour interdire la vente de ciment moins cher du milliardaire nigérien Dangote au Togo. Plusieurs camions de ciment Dangote bloqués à la frontière Togo-Bénin. Dégradation inquiétante de la situation des droits de l'homme au Togo. Un nouveau rapport accablant d'Amnesty International dénude les pratiques inhumaines du pouvoir. Dans les kiosques, mais ceci c'est sur le plan international, nous avons l'hebdomadaire français Jeune Afrique. Coup d'État, la fin d'une maladie africaine. C'est l'interrogation que vous trouverez à la une de Jeune Afrique. 88 putsch réussis depuis les indépendances, mais depuis près de 3 ans, rien. Que sont devenus les derniers putschistes et pourquoi l'Afrique n'en veut plus? Du pouvoir des fusils au pouvoir des urnes. Enquête sur une révolution silencieuse. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Tout à l'heure, on marque une pause et derrière, nous retrouvons nos deux invités pour le premier sujet. Le premier sujet à l'étranger, c'est la mode aujourd'hui en Afrique. Lorsqu'un chef d'État est malade, il s'envole pour l'Europe, l'Amérique ou l'Asie pour se faire soigner. Le dernier cas en date, c'est celui du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est fait opérer d'une tumeur bénigne à l'hôpital militaire belgien à Saint-Mandé, Val-de-Marne, en région parisienne. Avant lui, Alassane Draman Ouattara s'était fait opérer en février 2014 à l'hôpital militaire américain de Neuilly-sur-Seine. Les exemples sont légion aujourd'hui sur le continent. C'est quand même surprenant que le chef d'État décide d'aller se faire soigner pendant qu'on a des hôpitaux dans nos pays, Olivier. Oh ben, moi je crois que ça ne me surprend pas personnellement. Parce qu'il faut peut-être aller chercher les raisons qui poussent ces chefs d'État-là à aller se soigner donc à l'étranger, alors que dans leur pays, il y a un système médical. Mais est-ce que ce système médical est efficient, est de qualité? Je crois que moi j'ai relevé plusieurs raisons à cette situation. La première raison, c'est d'abord le manque de confiance que les chefs d'État africains ont en leur système, ou bien au système médical qu'ils ont construit eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont confiance aux médecins formés, aux médecins noirs formés? Parce que le phénomène se retrouve plus en Afrique noire. Est-ce que nos chefs d'État ont confiance en la qualité des médecins formés? Est-ce qu'ils n'ont pas peur aussi que ces médecins-là, derrière ces médecins se cachent des politiciens et des hommes, des adversaires politiques qui pourraient donc
manipuler le bistouri autrement dans leur corps. C'est autant de questions. Mais je crois que l'élément essentiel, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec qui prouve que les gens reconnaissent qu'ils n'ont pas pris le temps d'investir dans le système médical, de fournir le matériel adéquat aux hôpitaux, si bien qu'ils estiment que leur mort ou bien leur vie valent mieux que ceux des populations ou bien celles des populations, et ils vont se soigner ailleurs, quitte aux populations qui n'ont pas les moyens de se soigner en Europe, de mourir dans les hôpitaux. Certainement qu'on va revenir sur les chiffres, parce que combien coûte à un chef d'État une hospitalisation à l'étranger, et aujourd'hui combien coûte le matériel dans nos hôpitaux. Et aussi il y a le journal Focus Info qui est revenu sur une enquête qu'il a réalisée plutôt au service de réanimation de l'hôpital Sylvanus Olympio, où ce journal rapporte que entre 5 et 10 personnes meurent chaque jour à la réanimation à l'hôpital ici. Donc quand on fait le calcul par an, vous voyez que c'est un hécatombe. On préfère aller ailleurs qu'aller à l'hôpital où on est sûr de mourir de rien. Alors, Sylvain Vijarakou, c'est la preuve irréfutable que les chefs d'État africains n'ont pas pu bâtir un système sanitaire crédible ou bien performant chez eux en Afrique. Oui et non. Premièrement, je pense qu'en tant que simple citoyen, si je suis malade, je peux aller me faire soigner à l'extérieur. Je n'aurai de problème avec personne. Mais là où cela est un problème, c'est qu'il s'agit d'un chef d'État. Donc, c'est moralement et politiquement incorrect qu'il aille se faire soigner à l'extérieur. C'est là où se trouve vraiment le problème. Donc, ce n'est pas une preuve d'une mauvaise construction du système hospitalier ou du système médical, mais c'est surtout une preuve, comme Olivier Adiel l'a dit, c'est surtout une preuve de leur manque de confiance en leur entourage et en les médecins. Parce qu'on se dit, puisque moi-même je suis fortement critiqué dans mon pays, parce que la plupart de ces chefs d'État sont fortement critiqués dans leur pays. Je suis critiqué chez moi, je ne sais pas ce médecin-là auprès de qui il mange, je ne sais pas qui il fréquente, il peut me tuer. Donc moi je pense que c'est surtout parce qu'ils ont peur de ces médecins-là et qu'ils n'ont pas confiance à leurs compétences. Parce que si c'est la compétence, vous savez, on a de grands médecins ici et même certains de nos médecins formés à la fac chez nous ici quittent le pays pour aller devenir de très bons médecins à l'extérieur. Et parfois même ces médecins sont dans les blocs chirurgicaux, là où nos chefs d'État sont soignés, à l'extérieur. Donc ce n'est pas qu'ils n'ont pas vraiment confiance en la compétence de nos médecins ou nos médecins sont moins compétents, mais c'est surtout parce qu'ils ont peur, et ils n'ont pas confiance, ils ont peur d'être trahis, ils ont peur de se laisser assassiner, ils ont peur pour leur vie. C'est pour ça, parce qu'ils ne sont pas fortement légitimes pour certains qui sont pour leurs décisions ne sont plus en accord avec leur pays. Donc ils ont peur. Donc c'est plutôt là où se trouve la question. Mais aussi il y a un problème de moyens, de moyens sur place, parce qu'on le voit aujourd'hui dans plusieurs pays africains. Oui. Nous sommes en 2016, il n'y a même pas d'IRM pour faire une imagerie. Chez nous, par exemple, c'est seulement 3 cliniques en privé qui ont l'IRM. Il n'y a aucun hôpital public où on peut trouver l'IRM. Est-ce que le chef d'État devrait se soigner forcément dans un hôpital public? Vous savez que les frais médicaux d'un chef d'État sont pris en charge par le pays. Ouais. C'est le pays qui prend en charge les soins d'un président, d'un ministre, d'un président de l'Assemblée, etc. Donc c'est le contribuable togolais qui prend en fait en charge leurs frais. Mais si c'en est ainsi, pourquoi aller dépenser des millions à l'extérieur au lieu de dépenser tout simplement quelques centaines de billets à la clinique Biassa? C'est ça. Donc c'est là où se trouve la question. Donc moi je ne pense pas que le problème c'est la compétence. Je pense surtout, en tout cas fondamentalement, que leur problème c'est juste qu'ils ont peur d'être tués, d'être assassinés, c'est tout. Non, je ne crois pas qu'il faut résumer toute la question à la peur. Parce que vous savez, au Ghana, le président ghanéen et même, je crois, Jonathan Mills est décédé dans une clinique ghanéenne. Donc les présidents vont dans leur clinique lorsqu'ils sont sûrs que le matériel et la compétence y est. Je suis d'accord avec mon confrère quand il dit que la plupart, nous formons, ou bien les pays africains ont de grands médecins. Mais ils sont où? Ces médecins sont où? Ils se retrouvent encore en Occident. Pourquoi? Parce que on ne les traite pas bien. Ils n'ont pas un bon traitement au niveau salarial. Et la plupart, il y a une expression courante qui dit que il y a plus de médecins béninois en région parisienne qu'au Bénin.
Donc, ce qui prouve que nos médecins aussi s'expatrient beaucoup parce que les moyens ne suivent pas. Mais au-delà de ça, je crois que c'est nos chefs d'État ou bien nos responsables, parce que quand on parle, on a l'impression que ce sont les chefs d'État seulement, mais les ministres, les directeurs de sociétés d'État, tout ça là, c'est tous ceux qui ont les moyens. Ils vont à l'extérieur pour se faire soigner. Moi, je dis que c'est un aveu d'échec au niveau médical. Les gens reconnaissent aujourd'hui que nos hôpitaux sont plus des mouroirs que des endroits où on soigne le public. Pour les chefs d'État, je crois aussi qu'il y a un élément essentiel qu'on oublie. C'est l'envie de protéger le secret médical. Parce que le secret médical, la maladie de le chef en Afrique est entourée de mythes où le chef ne tombe pas comme ça ou régulièrement malade. Et parfois, quand le chef tombe malade, on dit qu'il est en villégiature en Europe alors qu'il se fait soigner. Pendant ce temps, les secrets médicaux se retrouvent entre les mains de petits médecins, d'infirmières et de secrétaires d'hôpitaux là-bas. Moi, j'en ai eu des secrets médicaux de chefs d'État africains entre mes mains qui soient venus d'Europe pour me dire qu'il y a ça, il y a ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas aussi le fait, ils ont peur parce que parfois, l'opposition n'arrivant pas à conquérir le pouvoir par les urnes, profite aussi parfois de ces rumeurs de maladies pour basculer le pouvoir dans un camp comme dans l'autre. Si on va citer, par exemple, moi j'ai pris le malin plaisir de citer Ibeka, s'est fait opérer. Et en France, il y a Alassane Ouattara qui s'est fait opérer en France, Ali Bongo qui s'est fait opérer en France, il y a Abdelaziz Bouteflika, l'Algérien qui s'est fait opérer en France, le roi Mohamed VI lui-même est allé en France, alors qu'au Maroc, c'est réputé le pays où les Africains vont plus se faire soigner. Même les Européens viennent au Maroc parce qu'il y a des cliniques de chirurgie. de bon niveau. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il se sent obligé d'aller en Europe? Parce qu'il a peur parfois ou bien il n'a pas confiance. Mais je crois que sous les tropiques, c'est essentiellement un problème de matériel. On n'a pas de scanner. Au Togo, combien de scanners on a dans les hôpitaux publics? Ça, il n'y en a pas. Mais les hôpitaux privés, c'est là où les gens vont pour avoir des IRM. Donc ça veut dire que le privé gère mieux que le public. Et encore, ce que moi j'ai pu remarquer aussi, les médecins même qui officient dans les hôpitaux publics sabotent le matériel. Et là, c'est un problème de laxisme. Comment on peut le faire? Oui, c'est vrai. Mais ils enlèvent des pièces et ils vont réparer leur matériel dans. Parce qu'ils ont tous des. Et il y en a même qui désertent les hôpitaux publics pour leurs cliniques. Ça, c'est une question dont on a parlé. Alors, je continue. Pendant que les compatriotes continuent de fréquenter les unités sanitaires, les mouroirs ici au pays, alors les chefs d'État, eux, ils puisent dans la caisse de l'État pour aller se faire soigner en Europe. C'est une injustice quand même. C'est plus qu'une injustice. Je disais tout de suite que c'est moralement et politiquement incorrect. C'est même une trahison. Moi, j'appelle ça trahison parce que disons, je ne vais pas prendre forcément le cas du Togo, je vais prendre par exemple le cas du Bénin. Pendant que des millions de citoyens, eux, ils meurent juste pour le paludisme. Certains meurent pour le paludisme. Je ne sais pas si vous le savez. Encore dans ce pays, des gens meurent pour le paludisme. Avec de simples maux de tête, des gens meurent. Pendant ce temps, le chef de l'État, lui, prend les millions dans la caisse pour aller se faire soigner à l'extérieur. Donc, c'est plus que de l'injustice pour moi, c'est de la trahison. Vous prenez notre argent pour aller vous faire soigner pendant que nous, on est en train de mourir d'un simple palu. Un palu, on aurait pu acheter un efferalgan à 1000 francs avec. Mais comme on vit avec moins de 450 francs par jour, selon l'ONU, nous sommes obligés de mourir pour un simple palu, alors que vous prenez nos millions pour aller vous faire soigner. Donc, c'est plus une trahison. Je crois, sur ce plan, peut-être, je vais un peu nuancer ma position. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel citoyen, comme un citoyen lambda. C'est quelqu'un qui doit être protégé. C'est quelqu'un qui est l'image du pays. C'est quelqu'un qui ne peut pas mourir en réalité d'un simple palu. Sinon, ça serait la physionomie ou la figure du pays qui est versée par terre. Permettez-moi d'être. Voilà, donc je crois que ça, il faut le souligner. Mais il faut aussi dire à nos dirigeants que ils sont d'abord des serviteurs du peuple. Et un serviteur, en réalité, n'est pas plus grand que son maître. Le maître, c'est le peuple. Le peuple, normalement, a droit à plus de protection médicale que
et le chef. Mais dans nos traditions africaines, le chef bénéficie de beaucoup de choses. Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si nous, en tant qu'Africains, on se battait, et par exemple, une hospitalisation au Val-de-Grâce coûte pas moins de 300 000 euros. J'ai calculé. Non, j'ai des chiffres de voilà, donc j'ai calculé ça fait plusieurs millions, de centaines de millions. Si on s'amusait à construire des infrastructures de qualité et que demain, François Hollande tombe malade, il vient en Afrique se faire soigner. Barack Obama tombe malade, il vient en Afrique se faire soigner. Et je ne sais pas, Angela Merkel tombe malade, elle vient en Afrique se faire soigner. Ça serait une fierté. Mais quelle serait la réaction des peuples européens, des peuples blancs? Est-ce que ça ne va pas créer un scandale international? Ça va choquer. Donc pourquoi, pour nous, en tant qu'Africains, ça ne choque pas et le contraire va choquer? Donc je crois que les gens doivent faire un effort parce que construire des hôpitaux de standing international, ça ne coûte rien. On a vu la clinique Biassa, c'est avec 3 milliards ils l'ont construit. Exactement. C'est possible aussi. Ça ne coûte rien. Les gens prennent. Et IBK a pris 30 millions d'euros pour acheter un avion. Quand vous faites la conversion, ça on est au-delà des milliards. 20 milliards. Voilà. Donc, si on faisait un effort de prendre ces 20 milliards, on aurait des cliniques de standing international, au moins 3 ou 4. Ce n'est pas que le président ne doit pas avoir un avion, non. Mais je crois qu'il y a des priorités. Il faut hiérarchiser les priorités. On évolue. Je vous donne quelques chiffres. Donc, la facture d'hospitalisation d'un chef d'État à l'hôpital militaire de Neuilly-sur-Seine en France est de 200 millions de francs CFA en moyenne. L'aller-retour d'un avion médicalisé pour acheminer à Paris un ministre ouest-africain malade coûte environ 75 millions de francs CFA. Alors, vous voyez tous ces chiffres-là? Et vous êtes en train de me dire que ce n'est pas de la trahison? C'est de la pure trahison. Je ne l'ai pas dit. Hein? Oui, moi je parle de pure trahison. Parce que vous voyez, Saint-Augustin disait dans un de ses bouquins, je crois que ça doit être Cité de Dieu, il disait présider, c'est faire du bien à autrui. Donc, donc il veut dire par là que la présence est un sacerdoce. On ne se lève pas pour devenir président juste demain matin. Moi, par exemple, je ne veux pas dire, bon, ce soir, je serai président. C'est pas comme ça qu'on devient président. Donc, être président, c'est se sacrifier pour le peuple. Normalement, c'est ça. Donc, vous êtes à la solde du peuple. Vous êtes payé par ce peuple. Le peuple vous a confié son pouvoir. Le peuple vous a délégué son pouvoir et vous dirigez le peuple. Donc, en dirigeant, vous êtes non seulement son leader, mais aussi son esclave. C'est comme ça. Vous devez fonctionner comme ça. Mais dès lors que, même si vous êtes un citoyen non ordinaire, selon notre constitution en tout cas, vous êtes un citoyen non ordinaire étant chef d'État et que donc vous avez besoin d'un soin plus ou moins particulier, vous devez quand même savoir que le plus particulier, c'est le peuple. Non. Quand vous dépensez 200 millions de francs CFA, par exemple, juste pour votre hospitalisation, sans compter les produits et tout ce qui va avec, mais c'est de la trahison. Moi, je parle de trahison parce que des gens ont faim même dans le pays, ils n'arrivent pas à manger. Il y a plein de localités, même ici à Lomé. Quelqu'un me demandait la dernière fois si à Lomé, s'il y a encore à Lomé des gens qui ont faim et qui n'arrivent pas à faire la matrice 1-1, qui n'arrivent pas à faire les 3 repas par jour. J'ai dit oui, il y en a. Il y en a qui ne font qu'un seul repas par jour parce qu'ils ont faim. Et la faim est devenue systématique dans leur vie. La faim est devenue une habitude et finalement une nature dans leur vie. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Quand des gens ont faim, vous dépensez 15 millions par exemple, juste pour un petit soin. Des gens, à cause comment dit-on, de ces mots-là de Dieu, je crois que c'est Panarine, oui, c'est ça. Oui, les gens, à cause de ça là, juste, sont partis à Rome pour se faire opérer. Et ils ont dépensé des millions. Alors qu'un pauvre Togolais ici, le pauvre, donc il a pris l'argent pour aller à Rome, ce pauvre-là n'arrive pas à se faire soigner juste pour une petite maladie comme le paludisme. Et vous dites que ça, ce n'est pas de la trahison, c'est de la trahison. Je crois que il faut essayer de faire la nuance. Parce que être riche, ce n'est pas un crime. Je suis d'accord. Si les riches veulent se soigner en dehors du pays, on ne peut pas leur interdire. Mais ce que nous disons, c'est ceux-là qui ont une mission publique. Nos dirigeants qui ont une mission publique, qui en principe, avaient la charge de construire, de doter le pays d'infrastructures hospitalières capables d'accueillir eux-mêmes, leurs familles et le peuple. Que le peuple qu'on n'ait pas 5 à 10 morts par jour dans des hôpitaux qu'ils ont construits et au même moment, ils prennent l'avion pour aller se soigner ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit leur propre argent ou l'argent du peuple, ils ont une mission, la mission de protéger le peuple. Et selon les chiffres, l'Afrique a eu plus de présidents qui est décédé à l'étranger. Je vais les citer tout à l'heure.
Voilà, donc c'est un peu dommage que nous ayons un continent où la majorité de nos présidents qui décèdent à l'extérieur dans les hôpitaux étrangers. Et aussi les scandales au Cameroun où une femme enceinte va pour seulement accoucher et elle est charcutée comme, je ne sais pas, de la viande, du bétail. C'est inacceptable. Pendant ce temps, Paul Biya passe au moins 6 mois à l'extérieur du pays, dans les hôpitaux, en Suisse, à Genève, à Paris, pour se faire soigner et en villégiature. Donc c'est ce que nous disons. En réalité, au lieu de laisser justement le pouvoir, nos dirigeants pouvaient faire un effort et nous doter le pays d'infrastructures de qualité qu'on les applaudirait à rompre les doigts. Mais ce n'est pas cela. Alors on va évoluer. Donc je vous dis, Olivier disait tout à l'heure que l'Afrique ou les dirigeants africains détiennent le record de décès à l'étranger. Je vous cite par exemple les cas suivants. Feu Gnassingbé Adema, mort en plein ciel tunisien pendant son évacuation sanitaire. Le Zambien Michael Sata, décédé en 2014 à Londres. Tout comme son prédécesseur Lévi Moana Massa, mort en 2008 à Paris. Oumarou Yaradoua, mort en 2010 en Arabie Saoudite. Omar Bongo Ondiba, décédé en 2009 à Barcelone. Et les exemples sont légion, on y reviendra. On va aborder le deuxième sujet de ce jour, la proposition de Monseigneur Philippe Fanouko Podjoro de reviser quelques paroles de l'hymne national. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanouko Podjoro, a lancé il y a quelques jours un appel aux décideurs pour un amendement à l'hymne national. Il propose qu'au lieu de dire « vainquons ou mourons, mais dans la dignité », adapté au contexte pré-indépendance, on dise désormais vainquons et vivons dans la dignité. Alors, votre réaction, je commence par... Non, premièrement, je voudrais faire un petit coucou à la personne même, à Monseigneur Philippe Fanouko Podjoro, parce qu'il est aujourd'hui l'un des rares gros intellectuels de ce pays. L'un des très très rares, parce que nous n'avons pas beaucoup de grands intellectuels dans ce pays. Il est l'un des rares. Ensuite, je pense que bien avant ma naissance, parce qu'il fêtait 40 ans d'épiscopat, un pape a cru en son destin de leader et l'a sacré évêque. Pour moi, ce n'est pas petit. Ensuite, au moment où, je veux dire, au temps du séminaire, Podjoro était pour nous comme un papa. Donc, c'est quelqu'un que je salue et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup de respect. Il est sans doute le premier, ou probablement le premier à l'exprimer ouvertement, mais je pense qu'il n'est pas le seul. Moi-même ici, j'ai eu déjà à le penser, je l'avais dit déjà en fac de sociologie politique à mon professeur Daniwe, que je salue en passant, que ce serait bien qu'on revoie en tout cas certaines parties de notre hymne. Moi, j'avais parlé de 2 phrases, non seulement vainquons, mourons dans la dignité, mais aussi que viennent les tyrans. Donc, à la liberté. La partie là, moi je pense que c'est des phrases aujourd'hui obsolètes ou désuètes. On pourrait les enlever, ça ne changerait rien à la dignité ou à la quintessence même de notre hymne. Donc je suis plutôt partant. Je suis presque d'accord avec Monseigneur Fanouko Podjoro, sauf que moi j'ajoute encore les 2 autres phrases là, parce qu'effectivement quand on dit vainquons ou mourons, on appelle le sacrifice suprême. On appelle alors à la mort pour le pays. Donc une sorte de martyr, c'est ce qu'on demande. Et au temps des indépendances, puis notre hymne a été validé en 1960, au temps des indépendances, effectivement, on avait besoin soit de vivre, soit de mourir, mais dans la dignité, en défendant l'intégrité nationale, en défendant notre pays. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de mourir. Mais la défense de la patrie continue. Oui, la défense de la patrie continue, mais maintenant, par rapport à qui? Je n'aimerais pas voir un angle de cette phrase-là, parce que, vous savez, dans l'opposition aujourd'hui, et même dans le bas peuple, certains continuent de dire qu'aujourd'hui, l'oppresseur, c'est le pouvoir. Et si l'oppresseur, c'est le pouvoir, alors certains peuvent dire, bon, vainquons, mourons dans la dignité, mais là, par rapport à le nouvel oppresseur qui est le pouvoir. Mais je n'ai vraiment pas envie d'ouvrir cette parenthèse-là ou aller vers là. Donc, je pense tout simplement que Monseigneur Podjoro, ce qu'il a dit, il faut revoir la partie là, parce que ce n'est plus l'actualité de mourir pour son pays, et en l'occurrence dans cette situation-là, parce qu'on a déjà l'indépendance. Aujourd'hui, entre nous, c'est vrai, on se triche, on se tape dessus de temps à autre, comme à Takwa, mais ça s'est passé, et on se méprise dans ce pays, ça arrive, mais mourir, je pense qu'il est temps qu'on vive et qu'on profite des fruits comme l'archevêque émérite l'a dit. Alors, Olivier Awadia, je vous renvoie la même question. Monseigneur Podjoro demande qu'on corrige cette phrase-là. Vainquons, mourons dans la dignité, on va dire plutôt vainquons et vivons dans la dignité. Votre réaction? Non, je vais prendre la question sur 2 angles. La première, c'est d'abord l'apport des intellectuels au débat politique ou sociopolitique dans notre pays. On a besoin que les intellectuels éclairent la lanterne du peuple, du bas peuple que nous constituons, et Monseigneur Philippe Fanouko Podjoro, il n'est plus à présenter. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté
au débat sociopolitique depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il l'apporte. Et aussi, il faut aussi comprendre que les hommes de Dieu ont leur part, parce que d'abord ils sont fils du Togo et ils doivent participer à la vie donc socio et politique de notre pays. Et il y a Monseigneur Nicodème Barguia qui a fait la CVJR et qui a mené les travaux. Il y a le pasteur Klagba donc de l'église méthodiste. Il y a d'autres encore donc qui apportent de temps en temps leur lumière pour éclairer la lanterne du peuple. Et le Monseigneur Kodjoura a eu le mérite de jeter un pavage dans la mare. Et aussi, j'ai constaté que c'est un communicateur fin, parce qu'il a fait un coup médiatique incroyable. Il a dépassé nous-mêmes, les communicateurs en matière, comment il a, en prenant en compte le temps de sa communication et la période de cette communication. Je crois que il est à féliciter pour cela. Donc vous soutenez son projet? Non, pas du tout. Je dis d'abord que l'apport des intellectuels est très important et il faut que les intellectuels se prononcent sur un certain nombre donc, de sujets qui sont d'actualité et on ne peut pas leur refuser cela. Mais c'est une chose de dire cela et c'est une chose de soutenir ce qu'il dit. Parce que retirer cette portion de phrase de l'hymne national reviendrait d'abord à dénier ou bien à oublier le sacrifice que nos parents et nos aïeux ont consenti pour que le Togo obtienne son indépendance. C'est faire preuve d'ingratitude en tant que fils. Peut-être mon papa est tombé sur le champ de bataille pour que le Togo soit indépendant. Donc je suis prêt aussi en tant que fils du Togo à emboîter le pas. Lorsque le Togo serait en face d'un problème, notre constitution même relève que en cas d'un certain nombre d'éléments, c'est une obligation pour les citoyens de se lever et de dire non. S'il faut changer cette portion, il faut aussi réviser la Constitution et dire que, bon, maintenant le Togo s'inscrit dans le pacifisme comme la Suisse. Au-delà de ça, je crois que l'hymne national togolais n'est pas plus violent que la Marseillaise. Voilà, je vais revenir là. Non, je vais poser la question à Sylvain. Bon. Non, continue, mais je vais renvoyer la question à Sylvain. Oui, bien sûr, l'hymne national du Togo n'est pas plus violent que la Marseillaise. Certes, la Marseillaise a été revisitée plusieurs fois, mais dans cette Marseillaise, on a encore des passages comme les soldats féroces qui viennent dans nos rangs égorger nos fils et nos compagnes. Et on appelle le peuple français à prendre les armes et à aller à boire le sang donc de ces impurs soldats. Ça, ce sont des mots qui sont adressés à l'Autriche et à l'Allemagne. L'histoire, la Marseillaise a été appliquée en 1879. Et ça a subi des révisions. Il dit 1879, ça a fait combien? 2 siècles ou 3 siècles, je ne sais plus. Environ 3 siècles. Depuis 1960, est-ce que les Togolais, en tant que fils du Togo, nous connaissons encore l'histoire du Togo? Est-ce que nous savons comment l'hymne national, la tête de nos aïeux, a été constituée? Est-ce que la jeune génération sait les symboles? Je crois qu'enseignons d'abord ces symboles et après les gens auront les éléments de débattre sur les propositions de Monseigneur. Sinon aujourd'hui ça serait comme un coup d'État. On va évoluer, Sylvain. Donc je voudrais rappeler les paroles de l'hymne français. On peut par exemple aux armes aux citoyens, marchons, qu'un sang impur abreuve nos citoyens. Mais ça c'est incendiaire par rapport à ce que nous disons ici au Togo. Oui, je trouve que tout ce que Olivier a dit est passionnant. Mais vous voyez, il y a aussi ce fait que la France n'est pas, en tout cas pour moi, un exemple, ça c'est moi qui le dis, oui, par rapport à leur hymne. Effectivement, la Marseillaise est une de ces chansons les plus révolutionnaires, les plus violentes, effectivement. Quand on lit, on a appris ça à un cours primaire, quand on chantait même ça, c'était très très violent. Et surtout la partie où on invitait à boire le sang de l'ennemi. Effectivement, à l'époque, il parlait de l'Allemagne, comme il dit. Oui, il parlait surtout du peuple germain, du peuple germanique, quoi, de l'Allemagne et de l'Autriche, comme Olivier l'a dit. Donc, à l'époque, c'était ça. À l'époque de leur bataille, effectivement, la France avait été dominée par l'Allemagne. Je ne suis pas ici pour faire l'histoire. Et ils ont pu se libérer. Mais en ce qui nous concerne, nous, ici au Togo,
Nous avons eu à faire quelque chose de par le passé. Oui, c'est vrai. Nos aïeuls se sont sacrifiés. Oui, cela est vrai. Mais je pense que ce n'est pas à notre hymne de le rappeler forcément. Il y a l'histoire qui est là. Mais le problème que nous avons, je pense, là, je prends en compte son souci, c'est que l'histoire au Togo a été tronquée plusieurs fois dans l'intérêt de beaucoup de personnes dans ce pays. C'est aussi ce qui fait que notre histoire a été fragilisée. Aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment l'histoire dans son essence. Nous n'avons plus vraiment l'histoire dans sa forme originale. Ce qui fait que si aujourd'hui on mettait 10 personnes dans ce studio, les 10 personnes vont raconter 10 versions de notre indépendance. C'est là en fait le problème. Parce que chacun, racontant sa version, a voulu arranger un peu la lutte de son père ou la lutte de son peuple, la lutte de son aïeul, etc. Donc l'histoire a été tronquée, son coup a été complètement tronqué. C'est ce qui amène cette situation-là. Sinon, je pense quand même que notre hymne togolais, le Togo, il a parlé de la Suisse. Le Togo s'appelait la Suisse de l'Afrique, n'est-ce pas? Donc nous sommes à l'origine un pays pacifique. Nous n'étions pas un pays comme un pays avec beaucoup de soldats, avec beaucoup de camps à Goué. C'était parce qu'on était. On était un pays pacifique. On était un pays, en tout cas, qui était appelé à être un pays de paix, un pays où tu pouvais venir sans trouver la moindre arme. C'était ça, le Togo. Donc je pense qu'il faut encore arriver vers là. C'est ça ce que nos aïeux recherchaient. C'est ça ce que nos ancêtres recherchaient. Il faut toujours arriver vers là. Moi, je pense que le temps du sacrifice suprême est passé, le temps du sacrifice suprême où on doit se donner un martyr. Ce temps-là est passé. Je pense aujourd'hui, il faut juste qu'on bénéficie, il faut aujourd'hui qu'on profite en luttant pour les droits de l'homme. C'est primordial, luttant pour les droits de l'homme. Mais on n'a pas besoin de mourir, de vaincre ou de mourir, c'est n'avoir le choix. N'avoir que deux choix, c'est-à-dire une sorte de manichéisme, de n'avoir que deux choix, soit mourir, soit vaincre. Moi, je pense pas on va revenir. Malheureusement, pour terminer, notre invité est là. Je ne refuse pas, mais il faut dire que de toutes les façons, qu'on enlève cette portion ou pas, on aura toujours des victimes dans notre pays. Parce que c'est le propre des peuples. On ne va pas me dire parce qu'on va enlever la portion vainquons ou mourons que le Togolais ne va pas s'en prendre au Togolais. Le Togolais, d'ailleurs, la dernière fois, il y a eu des morts encore. Ça, c'est une amitié de l'homme. Oui, donc voilà, je sais pas seulement dire que la phrase soit dans l'hymne ou qu'elle soit retirée, on aura toujours des cas de mort. Donc ça n'a rien à voir. Et on a beaucoup plus de sujets plus sérieux et plus urgents que la phrase de cet hymne-là. Et puis, ça veut dire qu'on ne va pas dire que les agressions extérieures, les menaces extérieures ne sont pas encore présentes. C'est-à-dire, si demain, on est attaqué, si pas demain, pas beaucoup Haram, on est obligé de remettre. On est obligé de remettre cette phrase-là pour dire maintenant, vainquons, venons. Et le peuple de burkinabé dit toujours, la patrie, l'amour, nous vaincrons. Nous vaincrons. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de mourir. Alors, mesdames, messieurs, Toc Toc, le numéro de ce lundi 9 mai, nous recevons tout à l'heure, on va marquer une pause. Et on va recevoir derrière la pause M. Dani Aïda, il est expert international en gouvernance et en démocratie. Avec lui, on va parler du débat citoyen qui a eu lieu samedi dernier à Gora Senghor autour de la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo. La pause, tout à l'heure, on revient en studio. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, je rappelle son nom, Dani Aïda, il est expert international en gouvernance politique et aussi en démocratie. Il est maintenant basé en RDC et donc samedi dernier, il a organisé avec d'autres collègues ici un débat citoyen autour de la dernière lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo. Bonjour Dani. Bonjour Edem. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure, samedi dernier, vous avez organisé un débat citoyen autour de la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo. Donc, pourquoi d'abord ce débat autour de cette lettre? Je dirais simplement que les évêques nous ont offert un prétexte majeur pour échanger sur des questions d'intérêt national. Et beaucoup de Togolais ont compris qu'il y avait un certain nombre de sujets qui ont été abordés dans cette lettre épiscopale qui méritent bien qu'on s'y attarde. C'est ce qui a motivé ce débat citoyen
qui a connu une très grande participation des acteurs politiques, de la société civile, des médias togolais, dans un désintéressement total. Personne n'a été motivé pour venir financièrement et ça, c'était assez notable. Alors, quel est selon vous, vous avez lu la lettre, c'est une lettre de 17 pages, quel est selon vous le message clé, le message fort qu'on peut retenir dans cette longue lettre? Le message fort, je crois que c'est déjà le titre. Les évêques nous invitent à plus de responsabilité, à plus de vérité, et ils se sont adressés à la nation togolaise dans son ensemble, à commencer par l'élite dirigeante, en passant par les citoyens dans leur ensemble. Et ils nous ont rappelé un certain nombre de priorités liées à des engagements politiques. Et je crois qu'ils ont constaté que sur beaucoup de plans, nous n'avançons pas bien, nous n'avançons pas au bon rythme. Et qu'il ne faut pas attendre des moments critiques pour encore essayer de négocier des espaces de compromis, surtout ces élections qui ont l'habitude de nous diviser. Et je crois que c'est un rappel à l'ordre qui est assez bienvenu. Certains observateurs parlent d'un véritable réquisitoire adressé à l'ensemble des Togolais, sans distinction. Tout à fait, je crois que c'est le cas. Ils se sont adressés aux citoyens, ils se sont adressés aux chrétiens, aux croyants et aux dirigeants aussi. Sans distinguer les dirigeants entendus comme ceux qui sont au gouvernement, comme ceux qui dirigent des organisations politiques, comme les partis politiques. Et je crois qu'ils ont été assez complets dans leurs considérations. Oui, mais croyez-vous que les évêques ont utilisé, je ne sais pas, un français accessible à tous les Togolais? Parce qu'on a vu toutes les difficultés que les gens ont eues à comprendre ou à décortiquer et comment ce message. Heureusement que vous avez pris sur vous cette initiative, sinon ce serait difficile de vraiment comprendre facilement. Est-ce que c'est comme ça une lettre épiscopale doit être? Absolument. Vous savez, les évêques font partie des citoyens les mieux formés. Ils ont ce privilège-là. Ils ont fait de très longues études. Ils accumulent pas mal d'expertise. Et cela transparaît dans cet écrit. Et s'ils veulent s'adresser au bas peuple, ils savent comment le faire. Ils le font tous les dimanches, tout au long de la semaine. Ils ont un puissant réseau de prêtres à travers le pays. Ils savent s'adresser en d'autres langages à ces citoyens-là. Mais je vous assure qu'ils ne pensent pas aux citoyens qui ne comprennent pas français. Cette lettre, je le dis et je persiste, s'adresse avant tout à l'élite politique, à l'élite sociale, l'élite médiatique, un certain nombre de personnes capables de comprendre derrière les mots, les motivations. Et ils l'ont très bien fait, à mon avis. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut lire comme un article de journal et le jeter. Il faut lire, méditer, comprendre et même approcher ces évêques pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'ils sont interpellés aussi. L'Église catholique, de par l'histoire, a joué un grand rôle dans la vie de notre pays. Et je pense que c'est une certaine disponibilité que la conférence des évêques du Togo a manifestée. Il appartient à la classe politique de tirer profit de cette opportunité-là pour engager des discussions franches dans un climat assez apaisé pour aller vers des changements qui profiteront à tous les Togolais. Oui, concernant surtout la question de la vérité, parce que les évêques ont aussi invité à plus de vérité. Est-ce à dire que nous sommes à une époque où aujourd'hui le mensonge devient le caractère absolu et principal de nos dirigeants? Votre question me permet de faire une mise au point. Je ne suis pas qualifié du tout pour interpréter le contenu et ce qui est derrière la tête des évêques. Je suis motivé et très bien qualifié pour interpréter le contenu de cette lettre au regard de son contenu par rapport à l'engagement citoyen qui me caractérise moi et par rapport aux conséquences politiques de leur démarche. De ce point de vue, je dirais que quand les évêques parlent de vérité, ils se rappellent qu'il n'y a pas si longtemps, le Togo s'est engagé dans un processus de justice transitionnelle. Supposant que nous avons connu dans ce pays des contentieux assez graves de violence qui nécessitent que les citoyens sachent qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi, dans des périodes assez cycliques de notre histoire, on en vient à connaître des violences dont les séquelles humaines sont assez importantes. C'est ça la vérité. La CVJR a aussi planché sur l'aspect justice. Parmi ces contentieux, est-ce qu'il y en a que la justice doit connaître pour pouvoir faire en sorte que la règle du droit prévale dans notre société? Il y a aussi un certain nombre de démarches qui consistent à faire en sorte qu'il y ait réparation. C'est-à-dire beaucoup de préjudices ayant été commis, les victimes ayant été identifiées, il faut réparer ces dommages-là. Et donc, vous voyez, c'est un processus assez complet pour constater à la fin que est-ce que les Togolais sont réconciliés ou pas. La réponse, je crois que tous ceux que nous suivent le savent, est-ce que les rapports sociaux entre les Togolais des différentes régions de ce pays se sont améliorés depuis quelques années?
Est-ce que les Togolais ont le sentiment de vivre ensemble? Est-ce que les Togolais sont reconnus par leur qualité essentielle plutôt que par leur origine, leur engagement politique ou d'autres choses? Nous sommes dans une société, dans un petit pays où on aurait pu mieux vivre si on s'entend mieux. Mais il se fait que les Togolais ne se disent pas beaucoup la vérité entre eux. Les Togolais jouent à se faire peur. Et ce sont ces choses qui ont interpellé les évêques, qui nous rappellent à l'ordre par rapport à un certain nombre de valeurs qui doivent nous préoccuper aujourd'hui. Oui, allez-y. Tout de suite, nous parlions du sujet là. On disait que voilà, les chefs d'État africains se soignent surtout à l'extérieur. Et dans la lettre pastorale, j'ai vu un point, l'indifférence. Les évêques ont parlé aussi de l'indifférence. Pour moi, c'est très important. Surtout qu'il y a un écrivain qui disait que l'indifférence est le pire péché humain. Oui, ne pensez-vous pas que là aussi, c'est quand même de l'indifférence que nos chefs d'État montrent en allant se faire soigner à l'extérieur, alors que les millions de citoyens ici, eux, meurent du simple palu. Est-ce que les évêques, selon vous, en tout cas, n'indexent pas aussi ce côté-là? Les évêques ont parlé, ils ont dit contre la nationalisation de l'indifférence. C'est une invitation à plus de solidarité dans notre nation. Qu'un dirigeant ait les moyens d'aller se soigner à l'étranger, c'est tant mieux pour lui. Tout ce que je souhaite, c'est que les ressources qu'il utilise soient gagnées à la sueur de son front, que ce ne soient pas des ressources du citoyen qui soient détournées pour le faire. Mais en même temps, le citoyen, l'indifférence qu'il ne faut pas avoir dans la cité, voudrait que bien, nos centres de santé soient en mesure de soigner tous les citoyens quand ils ne sont pas en bonne santé. L'indifférence que les évêques dénoncent considère aussi que les ressources puissent profiter à l'ensemble des concitoyens, qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y a une classe de privilégiés qui profite plus des ressources et qu'il y a une partie qui est laissée pour compte. Et donc la répartition de la richesse nationale, c'est la question centrale à mon avis. Alors, les évêques fustigent par exemple le fait que, je cite, le Togo semble être tombé brusquement suite à l'élection présidentielle d'avril 2015 dans une surprenante léthargie, comme si les grandes revendications et promesses de réforme n'avaient d'intérêt que pour les campagnes électorales. Oui, c'est très fort. C'est une partie très très forte de la lettre pastorale. Et je pense qu'ils nous disent qu'il y a un an seulement, à la veille de l'élection présidentielle, on a pris des engagements. Ce que vous avez appelé si bien dans les médias dialogue Togo Télécom a échoué piteusement. On a vu comme une volonté politique du gouvernement aller vers une certaine ouverture, un certain compromis, et tout de suite l'Assemblée a fait un théâtre parfait, et puis hop, on ne sait plus quelle est l'intention des autorités du pays. Ça n'a pas marché. On a fait des élections dans les conditions qu'on s'est fait, c'est-à-dire dans la parfaite situation qui permet qu'on ne s'entende pas sur les résultats. Et comme on sait si toujours le faire, eh bien c'est fini. On a soldé cette élection avec des contentieux qui sont toujours en veilleuse. Et on attend le prochain cycle électoral pour reprendre le même processus avec le même résultat. Le manque total de performance. De ce point de vue, rappeler à ce que des réformes soient faites, ce n'est pas un fait nouveau. On rappelle que la classe politique s'est engagée à faire des réformes après les élections. Et les évêques nous disent, n'attendez pas la veille de 2020 pour recommencer le même cycle avec le manque de résultats qu'on risque d'observer à nouveau. Oui, mais je vais peut-être revenir un peu en arrière. Vous l'avez déjà un peu survolé. Pour vous demander, alors après cette lettre, quel doit être, selon vous, l'idéal, le comportement de nos leaders politiques? Dans l'idéal, comment ils devraient utiliser cette lettre, comment ils devraient agir, parce qu'il faut un avant et un après la lettre épiscopale. Bien sûr. Je pense que la lettre offre l'opportunité aux dirigeants et à la classe politique dans son ensemble de se ressaisir très vite et d'avoir le courage de prendre des initiatives pour gagner du temps par rapport au processus politique dans son ensemble. Nous sommes en retard. On n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre que le Togo n'est pas un pays véritablement démocratique. On n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre que nous avons connu beaucoup de discussions politiques qui n'ont pas abouti ou qui ont abouti à des accords qu'on n'a jamais appliqués. Nous n'avons pas besoin de dessin pour comprendre que notre système électoral est boiteux. Ce n'est pas parfait du tout. Et c'est très loin de la perfection. La preuve en est que nous avons beaucoup d'antagonismes autour du mandat présidentiel, par exemple. Nous avons des antagonismes autour de la révision de la Constitution intervenue en 2002 qui a remis en cause pas mal d'acquis liés aux libertés publiques, liés par la question de l'alternance politique. Alors, tant qu'on couvre ces questions, on crée l'occasion à ce que la division persiste dans le pays, à ce qu'on ne s'entende jamais, à ce qu'on n'avance jamais, et que les institutions du pays ne soient pas représentatives de la légitimité populaire. Et je crois que c'est pour cela qu'on nous interpelle pour dire, Togolais, dirigeants que vous êtes, responsables de la classe politique, ayez le courage d'échanger avec vous
ayez le courage de trouver des compromis de façon graduelle pour qu'on puisse, au fur et à mesure, solder les contentieux du passé et pour qu'on avance. Ça stagne actuellement et ça n'arrange personne. Je ne suis pas sûr que le gouvernement en place aujourd'hui soit très à l'aise. On réalise des choses, bravo, nouvel aérogare, bravo, bitume par-ci par-là, bravo. Mais l'essentiel, c'est qu'on veut avoir le sentiment que les dirigeants soient fiers de leur peuple et que l'inverse soit possible aussi. Les gens veulent se voir reflétés dans les institutions qui nous dirigent, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas actuellement. Alors, on continue d'écouter la lettre. Alors, les évêques pointent du doigt les questions internes de justice, de réforme institutionnelle, de décentralisation, de consolidation de la démocratie, de gouvernance et de l'état de droit. La liste est longue, mais il va falloir agir vite. Absolument. Bon, je crois là-dessus que l'agenda politique, c'était d'ailleurs l'élément central de notre discussion samedi, l'agenda politique voudrait que, je ne suis pas sûr que cela vaille la peine quand les Togolais, classe politique. Vous voyez, il y a des gens qui se réuniraient pour parler au nom du peuple parce qu'ils ont le mérite de créer un parti politique. Moi, je connais beaucoup de Togolais de qualité, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, qui n'ont pas envie de s'identifier à un parti politique du tout. Et je crois d'ailleurs que les partis politiques ont été pour une grande part la source de nos problèmes. Ils nous aident à nous diviser plus. Ils n'apportent pas assez de propositions. Alors, si demain, il y a un nouveau dialogue où on est là parce qu'on a un parti, et que de ce point de vue, on croit qu'on est habilité à parler au nom de l'ensemble du peuple du Togo, je crois qu'on va se planter à nouveau encore. Il faut espérer identifier un certain nombre d'acteurs. Notre problème a commencé à la conférence qu'on a ratée, à la transition qu'on a ratée, aux élections qui ont suivi, qui ne pouvaient pas marcher. Nous avons cultivé les conflits permanents, au point que les Togolais continuent à se faire peur. Et ce qu'il faut espérer maintenant, c'est, ok, puisque ces solutions n'ont jamais marché, est-ce que nous allons continuer bêtement à les appliquer? Ou bien est-ce que l'intelligence du Togolais va les amener à penser de nouvelles solutions pour nous rapprocher plus, pour que Mina et Kabylie arrêtent de se faire peur, pour que nordistes et sudistes, comme on le dit si simplement, arrêtent de croire qu'ils sont différents, qu'ils se sentent plus proches les uns des autres, qui disent que ce pays-là, c'est le seul que nous ayons. Vous avez des solutions par rapport à ça? Moi, je n'en ai pas. Je suis qu'un simple citoyen de ce pays qui ne vit pas au pays. Mais je travaille dans des situations critiques. Je reviens de la Guinée, où en tant qu'expert international, recruté par les Nations Unies, j'ai accompagné le gouvernement de la Guinée dans des consultations nationales, parce que la Guinée, comme le Togo, n'a pas connu de conflit armé, mais a dit, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à aligner nos partis sur des ethnies. Nous ne pouvons pas continuer à chaque élection à nous battre et puis à nous entretuer. Nous avons envie d'aller vers la vraie réconciliation, pour que Malinké, Soussou, les forestiers et Peul puissent se considérer comme citoyens sans se référer nécessairement à leur origine ethnique. Je crois que la solution au Togo, c'est que on arrête des considérations du genre. Oh, on a vu Dani aller chez un ministre à Lomé, maintenant il est vendu. C'est des bêtises comme ça que les Togolais cultivent depuis longtemps. À l'époque, nous, on était jeunes journalistes ici au Togo, on nous disait, c'est-à-dire qu'il va voir Yadema la nuit, ça veut dire qu'il est déjà pestiféré, il ne faut pas le fréquenter. C'est tellement bête qu'on devrait dépasser ces considérations aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je passais par ici, je suis allé voir le chef de file de l'opposition, il dit, écoutez, j'espère que vous allez souvent rencontrer le président de la République pour discuter, pour avancer un peu. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir le chef de l'État. Il y a tellement d'opportunités que nous n'exploitons pas que ce serait se fourvoyer de croire que nous sommes intelligents dans ce pays. Il faut avancer. Vous avancez, vous êtes bloqué, soit vous reculez, vous cherchez une autre voie, mais si vous restez dans la même situation, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Sylvain? Oui, je suis plutôt... Je salue vraiment ces analyses parce que je les partage presque entièrement en tout cas. Je reviens juste un peu sur les évêques eux-mêmes. Vous voyez, ils ont écrit une très bonne lettre que nous apprécions tous, en intégralité, tous les Togolais, en tout cas tous ceux que moi j'ai rencontrés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que certains vont voir en cette lettre-là une manière certains vont se dire que les évêques se posent en donnant des leçons, mais est-ce qu'eux-mêmes ils sont vraiment des exemples? Parce que nous avons eu certaines informations dans ce pays à un moment donné que certains évêques étaient, même si je vais le dire, ça ne va forcément pas vous plaire, certains évêques étaient trop proches de certaines personnes du pouvoir, des gens qui ne sont pas vraiment acceptés, des gens qui n'ont pas vraiment la légitimité populaire, j'emploie vos propres propos. Est-ce que vous ne voyez pas que cela pose quand même un léger problème à ce niveau-là par rapport à la crédibilité de la lettre? Je crois que je suis un bon catholique, mais c'est pas ce qui me motive dans ces échanges. Je ne me suis pas intéressé à cette lettre. J'aurais été un musulman que je me serais intéressé à cette lettre au même titre.
je ne parlerai pas au nom des évêques, mais je ne les connais pas trop individuellement. Mais je sais qu'ils ne sont pas parfaits du tout. Oui. Mais ils sont très, très intéressants en tant que citoyens de prendre l'initiative collectivement d'adresser une telle lettre au peuple du Togo. À nous de prendre la mesure de cela. Les Togolais parfaits, nous n'en trouverons pas. Ni dans la classe politique, ni dans la classe syndicale, société civile, médias, il n'y en a pas. Sinon, ce seraient les moines et les fakirs qui feraient la politique. Les évêques sont ce qu'ils sont. Qu'ils fréquentent des gens infréquentables n'est pas mon problème. Mais ils ont la décence d'exploiter leur intelligence pour faire une analyse pertinente de notre situation. Ils ont le courage de prendre la mesure de cela. Et disons, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Si j'étais Faure Gnassingbé, président de la République, j'ai réuni mon gouvernement pour dire, est-ce que vous, ministre, vous avez lu cette affaire, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on ferait une analyse assez objective pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de ces gens? Et comment impliquer nos frères musulmans dans ces réflexions? Comment pouvons-nous... Je crois que tout ce que nous recherchons, c'est pour le bien de ce pays. Donc, en définitive, je crois que laissons les évêques avec leurs petits péchés originels, s'ils en ont, mais prenons le bon côté de ce qu'ils font. Et si vous voulez, moi, autant que de mon frère Edem, les imperfections, on en a beaucoup, mais prenons le bon côté. Tout le reste, laissons chacun avec sa conscience. Mais je pense aussi quand même que cette lettre dépasse le côté religieux. Cette lettre la dépasse. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Olivier, rapidement. Non, je suis tenté de poser deux questions en une. Et d'abord, parce que M. Dan a dit qu'il a fait des consultations, et je ne sais pas, en RDC, et puis aussi en Guinée. J'aimerais savoir, puisque la situation en Guinée ressemble beaucoup donc à celle du Togo. Même quitté les taureaux. Voilà. Qu'est-ce que les experts qui sont allés ont pu proposer au peuple guinéen pour une sortie de crise qui pourrait être appliquée ici? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième question, peut-être la plus importante pour moi, c'est de savoir quel est le rôle, alors que les hommes de Dieu, les intellectuels peuvent jouer dans un pays qui peine à se sortir donc de ces problèmes, de ces petites indifférences. Pour ce qui est de la Guinée, je ne suis pas autorisé à en parler. Nous venons juste de déposer notre rapport. Les Guinéens vont s'en approprier et faire ce qu'ils ont à faire. Mais s'il fallait proposer des choses, écoutez, Monseigneur Bariga et son équipe ont proposé énormément de choses à la suite de la CVJR ici. C'est pas loin de ça, c'est la même chose. Dites-vous plus de vérité, faites des réformes, faites en sorte que les crimes du passé ne se répètent plus. Engagez-vous dans la vérité, ne faites pas semblant. Par exemple, moi j'avais dans la conférence samedi parlé de solutions cosmétiques. Nos dirigeants aiment beaucoup les choses pour paraître, par exemple. On fait quelques symboles pour dire les Togolais se réconcilient. Quelques personnes qui sourient, c'est bon pour la caméra, et puis on est content. Mais au fond, ils savent que les Togolais ne se sont pas réconciliés. Les pratiques sont les mêmes. Certains Togolais ne veulent pas vivre dans certains quartiers parce qu'on aurait dans ce quartier des gens. Vous voyez, ces considérations-là, ça se règle pas par un décret ministériel, pas par un décret en conseil de ministres, ça se règle par un processus assez cohérent. Et chacun y joue son rôle, y compris les religieux, y compris des syndicalistes, la société civile et tout le monde. Mais les dirigeants doivent jouer à rassurer l'ensemble de la communauté. Et c'est le rôle aussi des intellectuels, comme vous posez si bien la question. Ceux qui ont la chance d'avoir fait des études, ceux qui ont la chance de pouvoir faire des comparaisons. Aujourd'hui, les Togolais doivent aspirer à de bons exemples. Quand on parle de démocratie au Togo aujourd'hui, on ne doit plus se référer ni à la Grèce antique, ni à l'Allemagne, aux États-Unis ou à la France. Il faut se référer à des pays voisins. Qu'est-ce qu'ils ont pu réussir que nous, on n'est pas autorisé à réussir? Qu'est-ce que le Burkinabé, le Béninois, le Ghanéen a de mieux que le Togolais? Comment ils ont pu passer cette étape pour que nous, on y soit bloqués? Je crois que ça, juste le dire, ne veut pas dire que nous sommes moins intelligents que les autres. Ça veut dire seulement que nous pouvons apprendre les bonnes leçons des autres. Je crois là-dessus quand même qu'il y a quelques initiatives du gouvernement qu'il faut saluer. Je crois savoir que Ashkurun, qui a été créé après la CVJR, en ce moment, est en train de faire certaines tournées en Afrique pour voir les bonnes pratiques en termes de réparation de contentieux du passé, en termes de faire, et pour voir comment dédommager les victimes. Mais ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut accélérer. Et puis, il y a pas mal de choses. Le même Ashkurun aussi, je crois le savoir, n'a pas de budget. Donc il faut que la volonté politique soit accompagnée par un certain courage. M. Faure Gnassingbé peut pas régler les grands problèmes de ce pays en catimini. Il faut que tous ces ministres épousent cette idée. Le chef d'État peut pas se battre contre son propre régime pour avancer. Vous voyez dans quel paradoxe nous nous trouvons quand la gouvernance n'est pas cohérente, quand elle n'est pas véritablement représentative des intérêts nationaux.
Et ça, c'est des choses qu'il faut avoir le courage de discuter souvent. Et moi, je le fais avec d'autres gouvernements à travers l'Afrique, avec d'autres pays. C'est pour ça, quand je passe par ici, exprès, je m'arrête. Aska est aidant maintenant pour relier d'autres capitales. Il dit, il faut qu'on s'arrête et qu'on échange avec des concitoyens pour partager ces expériences, pour voir comment nous pouvons aussi avancer. Alors, pour les évêques du Togo, 25 ans après cet appel à un sursaut historique, il est aisé pour chaque citoyen de mesurer là où nous en sommes. Malgré quelques avancées, nous semblons toujours piétiner. Vous confirmez cette assertion? Tout à fait. Ça va sans dire. Vous savez, j'ai encore la conférence nationale et tout ce que ça a donné comme espoir au Togolais. Mais je vois même encore la même conférence avec toute l'agitation qu'on a eue, avec cette propension à vouloir régler tous les problèmes dans la salle là-bas. Je revois encore beaucoup de gens qui étaient trop pressés de prendre le pouvoir, sans négocier avec ceux qui détiennent déjà ce pouvoir-là. Je revois la même conférence avec Monseigneur Kouadjuro, président du Conseil de la République, qui n'a pas su gérer cette affaire comme Monseigneur de Souza l'a fait au Bénin. Il n'y avait pas de corrélation avec le chef de l'État à l'époque. On aurait pu négocier pas mal de choses qu'on ne serait pas aujourd'hui encore à vouloir réviser une portion de notre hymne national plutôt que de s'intéresser à des questions d'intérêt plus pressantes. En définitive, nous avons piétiné. Tellement piétiné que nous sommes en Afrique parmi les derniers de la classe. Nous n'avons pas fait assez de réformes courageuses. Nous tournons en rond comme si par décret divin un jour on nous dira oui, maintenant vous pouvez avancer. Comme si notre avenir ne dépend pas de nous-mêmes. Et cela, ça s'applique à tout le monde. Ce que je dis là, on n'a pas besoin d'être un opposant au régime pour le dire. On a juste besoin d'être un citoyen consciencieux. Et moi, je ne suis pas dans un parti politique. Je ne crois pas que j'en serai demain. Et j'encourage même des gens à quitter les partis politiques pour devenir de simples Togolais. Et aborder les questions du Togo avec beaucoup de courage pour dire, écoutez, donnons-nous la main. Justement, les gens n'ont pas ce courage, surtout les intellectuels n'ont pas ce courage, on les voit sur les sujets de leur... Je ne sais pas ils ne se prononcent pas, ils se taisent. Je ne sais pas de quoi des gens ont peur. Les gens ne se disent pas la vérité. Réunissez la classe politique aujourd'hui dans une salle, ils vont se chamailler sur des pécadilles. Ils ne vont pas aller à l'essentiel. Et puis il faut dire une chose. Ce n'est pas parce que des gens sont dirigeants qu'ils ont toute l'expertise pour régler certains problèmes. J'ai cru savoir que le gouvernement ici est très intéressé par ce qui se passe à Kigali. C'est Kagame. Qui réussit quand même pas sur les questions de liberté et autres, mais qui sur le plan économique réussit de bonnes choses. Peut-être l'autre sera la phase 2. Mais alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Kagame s'entoure d'experts à tous les niveaux. Quelqu'un comme Tony Blair est très fréquent à Kigali. Quand vous savez qu'il y a des experts qui peuvent vous aider à faire avancer, il faut le faire. Est-ce que vous savez combien de millions de Togolais vivent à l'étranger aujourd'hui et qui sont en rupture de confiance totale au pays? Pas parce qu'on les ait battus, il y en a qui ont quitté librement le pays, mais qui ont du mal à se référer au pays. D'autres ont renoncé à leur nationalité. Il y en a beaucoup qui le font, tout simplement parce qu'ils ont tellement de difficultés à renouveler leur passeport, ils ont préféré adopter une autre citoyenneté. Donc, on ne peut pas appeler ces gens pour dire revenez, intéressez-vous au pays. On ne peut pas appeler une dizaine de Togolais à les récompenser parce qu'ils auraient fait des exploits quelque part, dans des conditions par rapport auxquelles le pays lui-même n'est pas redevable. Et puis on croit qu'on est en train de motiver la diaspora à s'impliquer dans le pays. Donc je crois qu'il y a pas mal d'initiatives qu'on prend, mais en y adjoignant une certaine expertise nécessaire. Il y a beaucoup de ministres dans les ministères aujourd'hui qui ne sont pas assez qualifiés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut identifier des firmes capables de les accompagner. C'est ainsi, par exemple, que la décentralisation dont vous avez parlé tout à l'heure a été très mal initiée ici. Parce qu'on la politise trop. L'aspect technique, l'aspect administratif, on fait un découpage administratif de la décentralisation comme on fait un découpage électoral. C'est déjà mal parti. Et attendez-vous à ce qu'on mette en place des communes qui seront petits monstres qui vont fonctionner un peu comme Mango fonctionne actuellement. Mesdames, Messieurs, Tok de ce lundi 9 mai s'achève ainsi. Nous disons merci à notre invité. Je rappelle son nom, Dani Aïda. Il est expert en gouvernance et en démocratie. Il est basé en RDC. Merci, Dani. Merci à vous. Merci, chers confrères Sylvain Vijarakou et Olivier Aga. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée.